La famille, cette petite cellule dans laquelle nous vivons, d'où nous sommes nés, d'où est-ce que nous recevons les premières notions de vie, notions d'éducation. Existe-t-il un modèle de type de famille? C'est bien la question que nous nous posons ce matin au cours de cette causerie. C'est vrai que c'est des familles, il y en a de différents types de familles dans lesquelles où on retrouve en tout cas plusieurs choses. Je préfère m'en arrêter là et laisser le plateau en parler. Et puis justement, pour cette question, nous avons autour de nous ce matin Dr William Simon Digwekor. Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Merci de répondre à notre invitation. Je rappelle que vous êtes sociologue. C'est moi qui vous remercie. Merci. Avec vous, André Aléronou, psychologue clinicien. Bonjour. Bonjour et salut aux téléspectateurs. Très bien. Et avec nous, Elie Adjérand, qu'on ne présente plus, Elie. Bonjour. Bonjour, te dire bonjour, chers téléspectateurs. Très bien. Alors, docteur Simon Desbecor, juste, insiste-t-il un type de famille modèle aujourd'hui? Ok, merci, monsieur le journaliste. Je peux constater que c'est William Degueko. Très bien, William Desbecor, oui. Je peux dire qu'il n'y a pas de famille totalement équilibrée ou bien de famille totalement épanouie au sens famille type, vous voulez dire? Il n'y a pas de famille type, de famille modèle, de famille exemple que tout le monde doit suivre. C'est vrai, il y a un dénominateur commun sur lequel on s'entend, il faut qu'il y ait de l'harmonie entre père, enfant, donc mère, enfant, et avec un peu les familles, les membres élargis de la famille, il faut qu'il y ait de l'harmonie au sein des relations entre les uns et les autres. Nous n'avons que des familles qui font face aux difficultés du moment, selon le mode de vie de chacun, et qui font face aux contingences de la vie. Donc chaque famille essaie de s'adapter comme elle peut. Donc pour analyser une famille, il faut aller la questionner et l'étudier en tenant compte de cette spécificité personnelle. Donc il n'y a pas un modèle à définir et pouvoir dire telle famille, la manière dont les relations se passent, elle n'est pas bonne, non. Il faut étudier les familles au cas par cas et tirer les conclusions qui s'imposent. Et oui, et donc certainement les réalités, les pesanteurs sociologiques, d'autres réalités viennent s'ajouter. Mais au regard de ce qu'on observe aujourd'hui, il y a quand même, c'est vrai, docteur William de l'a dit, il n'y a pas de famille type standard, mais les familles, les réalités se ressemblent au cas par cas. Monsieur Aléronon. Bien sûr, Théodile. Je voudrais, avant de juste une petite clarification. D'accord. Déjà, partons de de quoi parlons-nous réellement? La famille, qu'est-ce que c'est? Au plus simple, pour pouvoir mieux l'expliquer, je pense que tous nous sommes d'accord que la famille, c'est cette organisation sociale qui est la base de notre socialisation. Et elle est à la fois, on peut dire, une institution. Et je vais dire l'institution de base, la première institution, qui est une institution à la fois économique, sociale, je veux dire politique et religieuse. Et donc, partant de là, il y a des rapports de responsabilité et des rapports de protection au niveau des membres qui composent la famille. Type de famille, si on veut en parler de façon plus, je veux dire, plus pratique, on dira qu'il y a essentiellement deux types. Je ne veux pas rentrer dans... on parlera de famille basée sur des liens d'affinité. C'est-à-dire, vous n'avez pas besoin, par adoption, ou par regroupement, je veux dire, politique, ou par, je sais pas, circonstances de la vie. En tout cas, tout sauf un lien consanguin. Okay. Donc, il y a des familles composées par des liens d'affinité. Vous pouvez adopter un enfant, vous n'avez aucun lien, je vais dire consanguin, mais vous formez une famille avec. Ou entre frères ou entre amis, on a formé une certaine famille. Donc, il y a ça, mais il y a aussi des liens de consanguinité qui nous permettent de former famille. Mais aujourd'hui, on parle de famille, et en allant
vers cette structure familiale, cette institution non sociale, cette institution sociale qui définit des parents, des enfants. Et partant de là, je reviens au docteur, il n'y a pas de modèle prédéfini. Il n'y a pas de standard. Et voilà, vous composez votre famille de comme ci, comme ci, comme ci, comme ci, et vous aurez comme ça, non. Et même ce noyau social aujourd'hui subit beaucoup de modifications. Donc, il y a vraiment beaucoup de modifications. Des chercheurs vont jusqu'à parler de 5 différentes catégories où on parle de famille nucléaire traditionnelle, on parle de famille élargie, on parle de famille monoparentale, on parle de famille recomposée, etc. Tout ça, ce sont des modifications que la société fait subir à ce noyau social qui s'effrite. Mais le modèle, si on peut partir, on peut dire, on prend un noyau, une base sur laquelle tous on peut s'entendre pour dire, en essayant de vivre cette harmonie et cette protection dans ce cercle social, on garantit à l'enfant de mieux se préparer pour affronter la vie. C'est cette famille nucléaire composée de pères et des parents et des enfants. Et des enfants. Oui. Très bien. Et Elie Adiran, votre avis sur la question? Merci beaucoup. Je crois que dans les analyses, dans les propos de mes prédécesseurs, je vois que ça a pris une connotation beaucoup plus scientifique que l'explication même de ce qu'est la famille, mais de façon pratique, il faut essayer de le démocratiser pour faire toucher du doigt de quoi il s'agit concrètement. Figurez-vous, la famille, comme on le sait si bien, c'est la première mère. C'est la première institution qui nous accueille à notre arrivée sur terre. C'est elle qui nous façonne en amour. C'est elle qui nous dit si nous sommes appelés à aimer. C'est elle qui nous dit si nous sommes appelés à être en réalité des révoltés. C'est elle en réalité qui fait tout notre être dans son ensemble. Et modèle de type de famille, ça ne se passe que dans la tête. Ça ne se passe en réalité que déjà dans la construction que nous-mêmes nous donnons. Parce que on parle d'une éducation. Qui parle de famille fait référence en même temps à une éducation. Et éduquer, c'est se reproduire. Et si on n'a pas la possibilité de pouvoir transposer soi-même l'éducation que l'on a pour soi, on ne peut en aucun cas en réalité fasciner l'autre dans son entièreté. C'est pour dire quoi? Lorsqu'un enfant naît dans une famille, c'est la famille qui essaie donc de lui donner l'affection, les moments d'émancipation, c'est-à-dire dans l'édification de sa personnalité. De la naissance, nous avons de 0 à 3 ans la période mamaïsée. Quand l'enfant naît, on lui dit, on lui chante des berceuses, tout ça, ça le prépare à la vie active. Donc je crois que pour ma part, de modèle type, il n'y en a pas. C'est plusieurs facteurs qui entrent en ligne de compte dans la référence que nous voulons donner dans une famille. Pour certaines personnes, il a été peut-être, cette famille est noble parce qu'elle a été une famille chrétienne. Pour certaines personnes, cette famille est noble parce qu'elle a été une famille épanouie. Pour certaines personnes, cette famille est une référence parce qu'elle a été peut-être une famille culturelle, etc. etc. Très bien axé sur la question religieuse. Bien, ça dépend. Pas seulement la chrétienté musulmane, en tout cas, etc. Je prends quelques exemples parmi tant d'autres. Mais toujours est-il que c'est chacun qui retrouve en sa famille ses références. C'est sur des indices d'appréciation que l'on se dit, voilà le modèle type que moi je retrouve comme famille. Très bien. Mais il n'y a pas de modèle standard ou modèle type. Là, tout le monde est d'accord, on est d'accord qu'il n'y a pas de modèle type, mais parlons d'une famille équilibrée et épanouie. Qu'est-ce que c'est et la responsabilité incombe à qui pour que la famille soit équilibrée et épanouie, André Alirono? Justement, oui. Et je pense que nous sommes bien partis, parce que pour que la famille soit équilibrée et épanouie, il faudrait qu'on parte à la base. Il faudrait que, j'ai dit tantôt, la famille, c'est cette structure ou cette institution qui met en relation des êtres à devenir, des êtres humains immatures et d'autre part des êtres humains matures, responsables
de leur éducation. Et donc, il y a un rapport de force. Maintenant, si ceux qui sont responsables de l'éducation, je vais dire, prêtez-moi le mot, de l'élevage, du développement de cet enfant, attention aux mots, attention aux mots, parce qu'il y a certains mots qui, dans le cadre où nous parlons, ici, quand on parle famille, parlons plus de cette constitution sociale et psychologique. Quand on rentre dans les, je vais dire, dans les considérations religieuses, culturelles et autres, ce sont des bases qui viennent soutenir le social et surtout le psychologique. Pas parce que je suis psychologue, parce que le collègue l'a dit tout à l'heure, tout se passe dans la tête. Et tout se passe dans qui vous êtes vous. Vous responsables, qui est-ce que vous êtes? J'ai dit tantôt, le modèle que vous allez mettre en place ne va pas empêcher votre enfant d'aller chercher sa propre élévation. Parce que tout ce que vous mettez... Parce qu'il va vouloir s'exprimer. Il va s'exprimer. Et il va vouloir s'affirmer. Mais son affirmation, c'est en prenant en compte tout ce qu'il a pris de vous d'abord, mais aussi de l'environnement. Mais si votre institution n'est pas suffisamment équilibrée, c'est-à-dire quoi? Les relations ne sont pas suffisamment fluides et sécurisant, l'enfant va aller chercher des réponses dehors. Parce que vous-même, vous n'aviez pas eu cette base vous n'étiez pas vous-même, vous n'avez pas un socle. Et donc, c'est difficile pour vous de transmettre ce que vous n'avez pas. Et donc, l'équilibre, d'abord de la famille, dépend des protecteurs, de ceux-là qui sont chargés de l'éducation. Maintenant, il y a la part de l'être immature qui est là. Mais sa part est fortement, je vais dire, conditionnée par ce que vous lui permettez, le chemin ou, je vais dire, le trajet que vous lui permettez de suivre. C'est ça. Vous en êtes fortement, vous impactez fortement. Et j'ai brûlé d'envie de réagir. En tout cas, on passe la parole au docteur Degbeko. Oui, Elie, vous avez la parole. Non, ça mais ne pas trop assez. Je suis d'accord lorsque nous voulons parler de ce rapport de force, d'éducation chez l'enfant. Ça dépend d'abord de l'environnement qui a favorisé l'arrivée de l'enfant. C'est pour ça, la question de l'éducation étant si cruciale, il est indispensable que les prochains responsables de l'éducation de cet enfant soient déjà dans un environnement eux-mêmes équilibré. Figurez-vous, pour qu'un enfant, le psychologue le rappelait tout à l'heure, l'aura, c'est-à-dire le biowa, comme le dirait l'autre enfant, que l'enfant a amené, est aussi un indicateur qui participe lui-même à son élévation. Mais il faut quelqu'un pour l'amener à identifier son biowa. Bien avant. Oui. Parce que si les parents ne sont pas dotés eux-mêmes de cet équilibre psychologique qui leur permet de pouvoir savoir que ils sont dotés d'une faculté d'analyse, de distinction, d'une certaine maturité, et que eux-mêmes ils sont responsables, et que l'enfant lui-même est obligé, indépendamment des indications, des orientations que les parents leur donnent, l'enfant aussi vient avec le sien, et qu'il doit se fondre dans un environnement pour fédérer, pour constituer lui-même sa propre éducation identitaire. Ça constitue une menace sociale. C'est pour ça on dit qu'il est souhaité que déjà le père et la mère, avant d'être parents, soient d'abord d'une certaine responsabilité et qu'ils soient un modèle type. Parce que quand il n'y a pas l'harmonie, il n'y a pas le suivi, il n'y a pas cet environnement créé pour l'enfant, ça constitue une première menace. L'enfant peut beau être tout, c'est qu'il est obligé de s'échapper à cette bonne éducation identitaire que les parents sont censés leur donner. C'est pour ça qu'il y a une fusion entre bien l'équilibre psychologique des parents responsables, mais également l'orientation qu'ils sont censés donner à l'enfant pouvant participer à son épanouissement. Et dès lors que tout cela est rempli avec les autres facteurs, bien sûr économiques, etc., qu'on pourrait peut-être citer, ça participe en réalité à l'équipe de l'enfant. Et c'est là on pourrait dire, l'enfant peut se dire, je me retrouve dans un environnement, dans une famille qui, pour ma part, me semble épanouie.
Oui, docteur Deguiko. Oui, monsieur le journaliste, je voudrais faire remarquer que la notion d'épanouissement est une notion relative. Nous parlons de la famille. On a essentiellement 3 composantes, père, mère et les enfants. Tout le monde ne peut pas être épanoui à la fois. Le papa est épanoui quand il a les résultats qu'il veut de maman et quand il a les résultats qu'il veut des enfants. L'enfant est épanoui. Lui, c'est des résultats. C'est-à-dire, j'ai des attentes de mon épouse. Oui. Je deviens épanoui lorsque mon épouse comble mes attentes. Mon épouse a des attentes de moi. Elle est épanouie lorsque je réponds à ses attentes. Mes enfants ont des attentes de moi et de mon épouse. Les enfants se sentent épanouis lorsqu'ils ont une réponse positive à ces attentes-là. Et si l'organisation de la vie familiale ne permet pas aux uns et aux autres d'être comblés en ce qui concerne l'attente, les besoins qu'on a, on ne peut pas parler d'épanouissement au niveau de tous les membres de la famille. Papa peut être épanoui alors que maman ne l'est pas, les enfants ne le sont pas. Les enfants peuvent être épanouis alors que papa ne l'est pas, maman ne l'est pas. Donc, pour parler d'épanouissement, il faut relativiser et dire que ça dépend de l'expérience qu'on vit à l'intérieur des familles. Et cette expérience dépend de la situation économique des parents, de la situation sociale des parents, de la situation spirituelle et la manière dont se manifestent les relations entre les uns et les autres. Absolument, c'est ça. Oui, merci. Alors, l'autre point de la chose, c'est vrai, responsabilité incombe beaucoup plus aux parents, aux protecteurs, aux éducateurs, mais aussi les enfants. Je voudrais qu'on établisse, c'est-à-dire le lien. Les enfants ont quand même une grande responsabilité, qu'ils soient jeunes, adolescents ou adultes, parce qu'il y en a qui, malheureusement, ne reconnaissent pas ou bien n'aiment pas assurer les responsabilités pour que ça se passe bien. Les enfants ont des devoirs. C'est ça. Les enfants ont des devoirs et je suis d'accord. Déjà, je me réjouis qu'on s'entend. Hein. Ça allait comme si on s'affrontait, mais au contraire, on dit les mêmes choses en d'autres mots. Et déjà, les enfants ont des devoirs et je pense que, comme vous l'aviez bien dit, depuis la naissance, jusqu'à, je vais dire, l'âge adulte, lorsqu'ils sont rendus adultes pour se séparer des parents, ils ont toujours des devoirs qui participent à l'équilibre de la famille. Et ça, des enfants inconsciemment le jouent. Je ne me fais pas défenseur forcément des enfants pour dire tous des bons chez eux. En fait, ce qu'il faut dire, ce qu'il faut comprendre, c'est que nous sommes dans cette institution où personne n'est chef en réalité. Tout à l'heure, M. Erika a dit, où c'est vous qui aviez demandé, qui va demander des comptes au papa ou à la maman. Quand c'est maman qui est papa ou père et que c'est... Bon, bref. Donc, l'équilibre dépend, certes, des dispositions de chacun, mais plus les enfants, parce que tout ce qu'on fait, c'est pour eux. C'est à travers ces enfants-là qu'on sait si vous, malheureusement, on ne se prépare pas à être parent. C'est le seul métier, d'ailleurs sans retraite, où vous n'avez pas de formation. Vous n'avez pas de formation, je vais dire, théorique, où quelqu'un va vous faire asseoir, vous allez faire ci, vous allez faire ça. On apprend au contact, on apprend à l'œuvre. Quel que soit le modèle que vous avez suivi, que vous aviez, dans lequel vous avez vécu, lorsque vous allez former votre famille, vous devenez apprenti. Surtout les parents. Et donc, à ce niveau, les enfants qui viennent, on le dit souvent, ils ne viennent pas vides. Et ça, il faut que les parents, nous parents, qu'on le comprenne. Les enfants ne viennent pas vides. C'est-à-dire que vous quel que soit l'âge, oui. Ils ne sont pas ignorants dans le monde dans lequel ils sont venus. Quel que soit l'âge. Ils ne réagissent pas vite, ils ne prennent pas conscience de non. leur état. C'est pas des êtres vides qu'il faut remplir. De connaissances, de savoir-faire, de savoir-être. C'est pas ça. Il y a déjà tout ça, je vais dire, en eux. Notre rôle, c'est pas de leur donner une façon d'être, mais c'est de les accompagner
pour découvrir leur façon d'être. Et c'est ça notre responsabilité en tant que parents. Et donc, si nous, je vais paraphraser un psychiatre français qui dit, si je me mets à ta place, il parle à son patient, si je me mets à ta place, je ne suis plus à ma place. Et si je ne suis plus à ma place, toi non plus, tu n'es plus à ta place. Donc, on ne peut plus échanger. Notre relation est biaisée en ce moment. Donc, si le parent veut prendre la place de l'enfant et l'enfant la place du parent, vous voyez qu'il y a des équilibres. Et donc, l'équilibre de la famille n'est pas que le rôle des responsables. Il y a fortement les enfants, mais quel que soit l'âge des enfants. Et pour ça, il faudra comprendre, selon l'âge de mon enfant, quel est notre rapport relationnel avec ses enfants. Avec mon enfant. Oui. Il a 1 an, quel est notre rapport relationnel? Il a 2 ans, non, il est fœtus, quel est notre rapport relationnel? Parce que déjà fœtus, les, entre guillemets, papas, pensent que c'est le travail de la mère. C'est maman qui s'en occupe jusqu'à la naissance. Naissance, il est trop petit pour que moi, papa, je puisse le prendre. C'est quand il va avoir 2 ans, 3 ans qu'on va commencer. Non. Donc, déjà fœtus, quelle est ma relation avec jusqu'à l'âge adulte? Et donc, quand on arrive à définir cela et qu'on prend en compte l'environnement économique, social, religieux, l'équilibre est établi. L'équilibre, c'est pour ça qu'on dit qu'il n'y a pas de modèle. Et ça devient, quand c'est établi, ça devient un modèle. Ça vous devient avez vu et votre modèle. intéressé par Votre modèle. Okay, votre modèle. Et ça permet à votre enfant ou aux individus de votre cercle familial d'être tous épanouis, de se développer et de participer à la vie de la communauté de façon harmonieuse. Et donc ça, c'est là que le rôle, je vais dire le défi se trouve. Okay. Quand est-ce que moi, je dois comprendre ma place dans ma famille, la place de mon épouse et la place des enfants? Et que l'enfant comprenne sa place, l'épouse comprenne sa place. Quand on arrive à cette, je vais dire, harmonie d'écoute, de compréhension, l'équilibre est trouvé. Alors, je suis tout à fait d'accord, les téléspectateurs aussi, mais l'autre question qu'on se pose, il y a, oui, des parents qui offrent tout ce que, en tout cas, le maximum de ce que vous venez de dire aux enfants, mais arrivé à l'étape de l'âge adulte, alors on oublie les parents. On oublie les parents et c'est en ce moment qu'on commence par porter des accusations. Est-ce qu'on a vraiment tout offert? Ce n'est pas vrai. Ah, c'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Et c'est bien normal aussi ces réactions. C'est évident, en chaque individu, il y a également son surmoi qui le transplante parfois et qui affecte ses réactions sociales. Figurez-vous, au-delà, pour ne pas revenir un peu sur cette schématisation présentée déjà par le psychologue, que l'enfant jouisse de tous ses privilèges, ce sacerdoce que les parents ont bien eu, parce que le père aurait pu s'acheter une voiture, mais s'est simplifié la vie et a pu payer une bonne formation éducative pour son enfant, etc. Plusieurs facteurs. Oui, que l'enfant, tout ça, vous offrez tout ça. Non, je suis d'accord, c'est son droit. Oui. Bien que ça soit son droit, oui, il y a également aussi le devoir, c'est-à-dire la volonté de. Nous en avons vu d'autres qui ont cette potentialité, ont ces moyens, mais pas degré d'irresponsabilité. On peut s'échapper. Ils sont irresponsables. Et bien évidemment, et on induit leurs enfants ça dit sur un mauvais décor. Donc c'est pour dire, nous sommes en train de nous référencer sur déjà le grand sacrifice, l'accomplissement du devoir et du droit de l'enfant pour une bonne édification sociale. C'est sur ça on se met d'accord. On estime, je me rejoins. Ça dit, je rejoins un peu le psychologue dans sa schématisation et je prends cet exemple-là. Et que l'enfant atteigne l'âge adulte. Dès qu'il atteint l'âge adulte, il y a également une autre menace sociale qui s'impose à lui, qui n'est pas forcément celle des parents, mais qui devient maintenant celle de son environnement. Parce qu'il a envie de former ça. Parce que l'enfant lui-même a de l'ambition. Il appartient à une société. Mais est-ce que cette ambition peut l'amener à négliger les siens au départ? C'est-à-dire qu'on ne lui a pas donné les outils nécessaires pour
Pour le fait, c'est ça. C'est tout à fait ça. C'est bien normal, à mon avis, même si ça mérite d'être rejeté. Parce que figurez-vous, pour finir très rapidement, l'enfant qui atteint l'âge adulte, lui-même, commence pas parce qu'il a vu faire, il voyait faire. Il se trouve maintenant à une position de décision. Il confond sa maturité précoce à une maturité mûre. Parce qu'on peut bel et bien avoir l'âge légal de puberté, et bien évidemment reconnu par la législation, penser que désormais on a un pouvoir de décision sans pour autant être responsable. Et c'est ce qui amène une nouvelle création de difficultés sociales et que les sociologues récupèrent pour en faire des études sociologiques, pour constituer un autre prolongement de la vie sociale. À 18 ans, l'enfant estime que, bon, puisque je ne suis plus, je suis mature, bon, la loi me permet d'être mature, donc désormais je peux avoir une petite amie, je peux faire ceci, je peux faire ça. S'il a la chance de continuer, c'est-à-dire d'avoir un succès professionnel, à 18 ans déjà, il a déjà une licence, il a envie, donc il y a déjà cet ego qui commence par se manifester chez l'enfant. Et le rapport direct de l'échange que le père ou la mère était censé avoir avec ce dernier commence par s'effiltrer. Parce que l'enfant n'a plus l'écoute. Le dialogue émancipé qui l'a fait naître jusque-là commence par disparaître. Et il commence par se confier à son ennemi de moment qui pense être une référence, c'est-à-dire un oncle, un ami du quartier, un grand-père, etc. Et précocement, il faut d'abord qu'il aille cogner la tête avant qu'il ne prenne conscience. C'est plusieurs facteurs. Donc, si nous voulons globaliser pour parler d'une éducation sociale, c'est plusieurs facteurs, mais c'est pour ça qu'on dit on ne peut pas se mettre d'accord d'une famille absolue. Mais chacun essaie de travailler de quelque manière pour façonner en réalité sa famille, pour se trouver dans sa référence. Toujours est-il que l'épanouissement, elle est individuelle et chacun retrouve son épanouissement en sa manière. Il y travaille avec. Mais toujours est-il que, peu importe le temps, lorsqu'on finit par se retrouver à son étape de gestation, on se permet de dire, bon, à défaut, je me retrouve dans une famille et je fais la vie. C'est très bien. Oui, famille équilibrée, famille épanouie, responsabilité des enfants, lui donner les outils de s'affirmer, d'être et de savoir qu'au-delà de tout, il vient d'une famille et qu'il a une responsabilité à assumer vis-à-vis de sa famille. D'abord la famille directe, c'est le travail je dirais, des parents, faut-il le dire? Bon, avant de revenir à votre question, je reviens sur la question précédente pour prendre un peu le contre-pied de mon ami d'en face. Oui. C'est une réalité sociale oui. que beaucoup d'enfants, une fois adultes, après avoir constitué leur petite famille, négligent les parents. C'est cela. Et le retour qu'on devrait aux parents, c'est-à-dire la reconnaissance qu'on doit aux parents, on la néglige. C'est une réalité sociale. Mais qu'est-ce qui est souvent à l'origine de ces réalités-là? Voilà. C'est un certain nombre de mots dont la société souffre et qui est difficile à corriger. Pas pour dire on ne peut pas corriger, mais c'est difficile à corriger parce que les événements sont de telle sorte que les acteurs ne peuvent pas s'en soustraire parfois. Je prends un petit exemple. Votre papa, votre maman, spirituellement, vous êtes élevé, vous êtes devenu grand, peut-être qu'on vous a reconverti. Vous trouvez que les parents sont sorciers. Vous trouvez que les parents sont sorciers, c'est un exemple. Vous trouvez que les parents sont sorciers, la religion révélée vous dit, ne les fréquentez plus. Mais celui qui vous a élevé, vous avez grandi, à qui vous avez le droit de reconnaissance, vous prenez une distance vis-à-vis de cette personne-là. Vous la diffamez partout. Je parle de diffamation parce qu'il n'y a pas de preuve réelle pour dire que quelqu'un est véritablement sorcier. Je vais parler dans beaucoup plus de détails. Donc, vous la diffamez partout, vous brisez toutes les relations qu'il y a entre vous et cette personne-là, et vous construisez une nouvelle vie que vous appelez une vie épanouissante pour vous et pour votre petite famille. Et vous brisez le cœur de vos parents géniteurs, papa, maman. Parfois, vous ne leur donnez même pas un peu d'argent dont ils ont besoin pour se sentir... Aucune assistance aussi toute la nuit. Pour se sentir aimés de la part de leurs enfants.
Ils ont besoin de votre visite de façon régulière, que vous asseyez à côté d'eux 15 minutes, 30 minutes pour discuter avec eux. Les parents, quand ils deviennent adultes, ça devient un besoin pour eux de voir leurs enfants à côté d'eux. À plus forte raison, si le parent sent que l'objectif qu'il veut de ses enfants est atteint, que ses enfants ont réussi dans la société, il attend que les enfants lui rendent visite, pas forcément pour lui donner de l'argent, mais que lui prouver de l'affection. Je prends un deuxième exemple par exemple. Vous grandissez, les problèmes d'emploi se posant, les problèmes de... Vous rentrez dans un club ou bien dans un groupe spirituel. On vous forge, on vous dit, bon, vous êtes dans un groupe maintenant. Tout parent qui n'est pas dans le groupe est comme votre ennemi. Vous ne devez plus sortir votre argent pour aller leur porter assistance. Vous ne devez plus discuter avec eux de façon régulière. Vous ne pouvez plus entrer en contact avec eux. Et parfois, on vous fait même des impositions spirituelles. Ah, vous devez donner telle chose, telle aux parents. Les parents même commencent pas à s'inquiéter de la position spirituelle de leurs enfants et cherchent à éviter. L'enfant amène des biens aux parents, les parents refusent parce que l'enfant est dans une vie spirituelle qu'il, entre griffes, désapprouve. Vous-même, on vous astreint à ne pas les aider. Vous évitez les contacts, pas parce que forcément vous n'aimez pas vos parents, mais parce que les contingents de la vie font que vous vous retrouvez dans un cercle maintenant qui vous empêche de vous retrouver ailleurs et de faire épanouir d'autres personnes. Et on peut trouver beaucoup d'autres exemples comme ça. Bien. En un mot, il faut éviter tout soit être vigilant dans tous les cas parce qu'il n'y a pas de famille modèle type. Je l'avais déjà dit au départ, il n'y a pas de modèle type, il n'y a pas de famille totalement épanouie, il n'y a pas de famille totalement équilibrée. Nous faisons face à des difficultés quotidiennes, nous faisons face à des contingents de la vie, et c'est tout ça qui forme l'action ou la réaction des uns et des autres. C'est ça. Moi, mes expériences ne sont pas les expériences de mon ami psychologue. Les expériences de mon ami psychologue ne sont pas les expériences de votre confrère. Voilà. Et la réaction que moi j'aurai envers mes parents ne sont pas la réaction du psychologue envers ses parents et non plus la réaction que votre confrère aura envers ses parents. Très bien. Donc, je suis d'accord, mais je veux aussi mettre l'accent sur quelque chose. Il faut également comprendre que chaque réalité familiale est propre à son environnement. Notre éducation liée par exemple aux scléroses, ou ce que nous voyons aujourd'hui avec l'évolution de l'humanité, ce que nous voyons via les feuilletons, via les nouvelles technologies de l'information et de la communication, ne reflètent pas forcément notre réalité sociologique à l'interne. Il faut que les gens... Nous voyons des gens qui sont issus d'une famille totalement pauvre, c'est-à-dire du plus profond du Bénin, vraiment pauvre. Et, ironie du sort, Dieu leur a accordé la grâce, ou l'univers leur a donné la chance de pouvoir devenir quelqu'un. Ces mêmes personnes coupent tout pont avec ces derniers et ne veulent plus partager, ne veulent plus reconnaître cette souffrance, leur apport pour pouvoir changer la donne. Simplement parce qu'elles ont été, ces derniers, ont été à une école nouvelle ou peut-être ont pu fréquenter un modèle familial occidental. Donc, je crois que à chaque niveau, tout doit se passer dans la tête. Et pour qu'il y ait véritablement tout, il faut que le socle soit l'amour. L'amour doit constituer la base de toute chose. Qui parle de l'amour, ce n'est pas forcément l'amour filial, ce n'est pas forcément l'amour agapé. Non, je parle de l'amour réel en son propre terme. Et il faut que les parents fassent l'effort d'être suffisamment vraiment responsables avant d'engendrer. Et les enfants d'assumer leur... C'est surtout ça. Parce qu'avant d'engendrer, lorsqu'on n'en a pas la capacité, c'est la première menace même, déjà, de la déstabilisation des tissus familiaux. Très bien. Si vous le permettez, nous allons écouter les psychologues, puis on aura 15, chacun aura 15 secondes pour clôturer les psychologues très rapidement, parce que là... Merci beaucoup. Moi, je voudrais juste dire que vous voyez que la question de la famille est passionnante. Très bien. Et vous touchez du doigt avec votre préoccupation, qu'est-ce qui amène les enfants, la réalité que nous vivons. Mais cette réalité, je crois qu'elle est biaisée par déjà notre position. Nous sommes dans un environnement socio-culturel qui a beaucoup d'influence sur chacun de nous. C'est ça. Et nous voyons les choses de ce point de vue.
Et pour les téléspectateurs, tous ne seront pas d'accord. Parce que Absolument. certains diront oui, ils voient les choses comme ça. Mais il faudrait qu'on comprenne. Allons à l'essentiel avec les téléspectateurs. Parce que qu'est-ce qui nous amène à dire, les parents, est-ce que les enfants ont l'obligation de reconnaissance, je vais dire, matérielle, spirituelle, physique, tout ce qu'on veut. Je vais peut-être parler un peu grave envers les parents. Ils n'ont aucune obligation. Je dis tout simplement, est-ce que l'enfant demandait à naître? Non. Vous l'avez fait venir, vous assumez votre responsabilité. Non, c'est ce que je suis en train de dire. C'est le débat que vous ouvrez. Laissez-moi finir. Oui, il n'a pas cette obligation. C'est ça. Donc, que le parent se mette dans la tête que je fais un enfant, c'est mon entreprise, j'investis pour récolter après, ça c'est une mauvaise position. Ce qu'on dit, cette obligation que vous voulez que l'enfant ait, ou cette reconnaissance, c'est dans l'éducation que vous lui donnez. C'est bien. D'accord. Donc, quand vous l'exigez alors que vous ne lui avez pas donné ça, c'est là que j'ai dit quelque chose ne va pas quelque part. Très bien. Donc, il faudrait que les parents, nos parents, ou tout individu comprenne que la base de tout, c'est cette relation harmonieuse qu'on construit et qu'on met dans tout le package éducationnel. Très bien. En 15 secondes, nous allons faire le tour des tables. Et si vous le permettez, nous ne sommes plus pas le temps. En 15 secondes, docteur William Degweko, qu'est-ce que les téléspectateurs peuvent retenir aujourd'hui de ça en tant que sociologue? Oui. Parce que moi, je veux que les téléspectateurs retiennent que nous retenions tous, c'est qu'au centre des difficultés au sein des familles, que chaque membre fasse preuve de l'amour. L'amour est la solution à tous les problèmes. Merci beaucoup. Quelles que soient les situations dont vous faites face, faites preuve de l'amour et rapprochez-vous de l'autre. Les uns des L'amour brise autres. tous les autres liens. Très bien. Elie Adiran. Ce que moi je voudrais dire pour finir, c'est Oui. que quelle que soit la grandeur, l'élévation de l'homme, que la personne demeure enfant. Très bien. Enfant parce qu'il est naïf, il fait tout dans la simplicité et dans l'amour. Très bien. Merci. Oui, Recherchez votre équilibre Recherchez votre- individuel. Voilà. Merci à vous, William Degweko. Merci, sociologue. Elie Adiran, merci d'être là. Et André Alikronou, psychologue clinicien. Merci à vous, téléspectateurs, vous qui nous avez suivis jusque-là. C'était donc le matin, la causerie qui a porté sur l'existence réelle d'une interrogation de modèle type de famille. La réponse à vous de tirer les conclusions, mesdames et messieurs. Très bonne journée à vous tous. Restez toujours en notre compagnie. Le meilleur reste à venir pour la suite de nos programmes.